Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. C'est un immense bonheur de vous retrouver sur la matinale que vous propose Bénin TV. Nous sommes aujourd'hui mercredi 4 juin 2025 et on s'intéresse ou on s'attarde sur ces chiffres pour le compte du seul premier trimestre de l'année 2025. 1500 cas de viol ont été recensés, des stats qui interpellent et poussent à s'interroger. Pourquoi le viol résiste-t-il à la loi? Nous serons avec un expert de l'Institut national de la femme. Et bonne nouvelle pour toutes les personnes qui souhaitent acquérir les logements économiques. Le gouvernement a annoncé des modalités allégées. L'objectif est d'élargir la cible des bénéficiaires et d'adapter les conditions de remboursement. On vous en dit plus tout à l'heure. Nous allons également nous attarder sur le pain, aliment de base par excellence. Eh bien, sa production et sa qualité au Bénin sont au centre de nombreuses préoccupations. Le gouvernement l'a bien compris. Il a été annoncé récemment une réforme d'envergure du secteur de la boulangerie, un nouveau guide pour la production du pain, des normes sanitaires renforcées, la question cruciale du prix, autant de points qui soulèvent espoir, mais aussi questionnement pour les professionnels du secteur. Nous allons les recevoir ce matin. Et gros plan sur la semaine de l'eau et de l'assainissement du Bénin, elle vise à promouvoir des solutions novatrices et durables face aux défis majeurs liés à l'eau et à l'assainissement. Et ce sont les universitaires venus de plusieurs régions d'Afrique qui s'y collent. On vous en parle tout de suite et maintenant. Le premier rendez-vous de l'information sur Bénin TV, c'est bien le bulletin d'information, une présentation de FIFA et Salomé Atadici. Bonjour. Bonjour Herman. Avec vous donc, on va suivre les informations. C'est exact. Chers téléspectateurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous du bulletin d'information sur la télévision nationale. Des ghettos démantelés, de la drogue saisie et plusieurs interpellations en quelques jours. À Bomekalavi, la police est passée à l'action dans des quartiers de Godomain. Focus sur deux opérations qui marquent un tournant dans la lutte contre l'insécurité. Blaise Adampo. À Godomain, dans la commune d'Abomey-Calavi, les forces de l'ordre intensifient la lutte contre l'insécurité. Deux opérations coup de poing ont été récemment menées par le commissariat visant à démanteler des ghettos réputés dangereux. Le 25 mai dernier, aux environs de 18h30, une première descente a eu lieu dans le quartier de Women Centre. Deux ghettos ont été ciblés. 4 personnes, dont une femme, ont été interpellées. Saisis sur place, du chanvre indien sous forme de boulettes, des comprimés psychotropes, des téléphones portables et une somme de 130 000 francs CFA. 5 jours plus tard, nouvelle opération dans 3 quartiers, Asrosa, Women Centre et Zunga. Cette fois, 16 individus ont été arrêtés. Le bilan est lourd, plus de 200 boulettes de chanvre, des motos d'origine douteuse, des téléphones portables, près de 780 000 francs CFA et même des amulettes. Ces actions témoignent de l'engagement des forces de police et de la collaboration croissante avec la population. Tous les suspects seront bientôt présentés à la justice. Et après une pause due à la pandémie de Covid-19 et des difficultés internes, la célébration des meilleurs producteurs de coton fait enfin son grand retour. Une initiative de l'Association interprofessionnelle du coton, cette cérémonie distingue pour la campagne cotonnière 2024-2025 les meilleurs cotonculteurs et égreneurs les plus performants, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. La 4e édition de cette remise de prix s'est tenue ce week-end à Dassazouma. Le compte rendu avec Pierrette Adanyossi. Kogi Gounou Tamou, sacré meilleur cotonculteur du Bénin au titre de la campagne cotonnière 2024-2025. Voici la clé de ton véhicule. Félicitations. Originaire de Toura, commune de Banikouara, il remporte le premier prix, un véhicule 4x4 Fortuner grâce à une production de 275 000 tonnes de coton-graines et un rendement de 3 tonnes à l'hectare. La commune de Banikouara conserve ainsi sa première place en termes de production.
Je remercie le chef de l'État et tout son gouvernement, l'AIC, la SODECO, tous ceux qui ont œuvré pour que j'obtienne ce gros lot, que Dieu leur donne la santé et que moi-même j'ai la santé pour pouvoir mieux produire. Banikwara a raflé tous les prix et cela grâce au labeur de nos braves producteurs. C'est un mérite qui vient d'être reconnu. Sont aussi récompensés les meilleurs producteurs et coopératives villageoises au plan national, départemental et communal. De même, les meilleures sociétés d'égrenage de coton sont distinguées. Merci Parti Tanon et à Gaïen. Merci beaucoup. Nous sommes très contents. Donc, je dirais à tous les cotoculteurs de tenir dur et respecter surtout les itinéraires techniques. Au terme de cette campagne cotonnière 2024-2025, le Bénin reste sur une courbe ascendante avec une production de 535 579 hectares de superficie emblavée, 637 067 tonnes de coton graines commercialisées, 1190 kg par hectare de rendement. Avec de telles performances, je tiens d'abord à exprimer au nom de l'interprofession cotonnière ma sincère gratitude à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Bénin, le Président Talon, pour toute sa sollicitude, à l'endroit de nos braves producteurs et particulièrement à l'égard des producteurs de coton. Ces grandes réalisations ne doivent pas nous empêcher de progresser vers une logique nouvelle. Le rendement moyen actuel est de 1 tonne 200 kg et reste en dessous de nos objectifs, au moins 1 tonne 5 à l'hectare. C'est pourquoi il convient de travailler pour la restauration des terres qui perdent leur pouvoir humique et donc leur fertilité. C'est le défi nouveau sur lequel nous devons travailler et nous investir. Ces récompenses sont une invite à l'effort soutenu de tous les producteurs de l'or blanc pour une plus grande productivité au sein des organisations. Voilà donc qui est encourageant pour les cotonculteurs. Et à Agban-Izon, dans le département du Zou, un homme a décidé de redonner vie à la terre. Il a créé une ferme qui force aujourd'hui le respect. Sur 28 hectares, il développe une agriculture performante, durable et inspirante. Appuyée par la TDA 5, la ferme Saint-Joseph est aujourd'hui un véritable centre de production et de formation. Une initiative qui prouve, s'il le fallait encore, que l'agriculture peut être un levier d'avenir. Reportage signé Benjamin Denayon et Blaise Adampo. Sur 28 hectares de terre à Agban-Izon, Camille Torenzin fait bien plus que cultiver. Il construit un modèle. Retraité et passionné d'agriculture, il fonde en 2000 la ferme Saint-Joseph, aujourd'hui devenue un détour obligé de l'espace agropastoral du Bénin. Fer de lance de l'exploitation, l'élevage de poules pondeuses, niche d'opportunités dans le marché des œufs de table. En vedette aussi cette volaille géante qui mérite bien son nom, les fameux poulets Goliath, dont il prend bien soin. Mais il n'y a pas que l'élevage qui soit choyé. Le maraîchage couvre une bonne partie de l'espace où s'épanouissent une diversité de légumes. Actuellement, pour les cultures maraîchères, on est sur 2 hectares. Hier, par l'appui de PADMA, la ferme a bénéficié de 2 hectares d'aménagement. Depuis 2021, la ferme connaît une croissance remarquable. Derrière l'embellie, la passion contagieuse de Camille Torenzin qui lui a attiré le soutien de la TDA. L'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 5 lui offre appui, conseils, outils de gestion, accès aux intrants et financement. On fait de l'élevage, comme vous le voyez sur cette ferme, c'est une ferme professionnalisée en élevage, œufs de table. Il y a un peu de tout. On fait le maraîchage parce qu'il a eu un appui du projet PADMA. C'est dit qu'en dehors des filières, nous faisons aussi de la diversification au niveau du pôle.
Résultat de cet accompagnement stratégique, un bond des volumes de rendement. En l'an 2023, je tournais autour déjà de 70 tonnes de viande de volaille. Et en 2024, je tournais autour de 76 tonnes de cette viande. Cet appui nous a permis de doubler notre production en œufs de table. On a passé en 2021 de 35 000 tonnes à 65 000 tonnes par an d'œufs de table. Donc c'est l'appui du gouvernement à travers la TDA qu'on est en train de multiplier notre production, de faire augmenter notre production chaque année. Mieux encore, la FEM Saint-Joseph devient une école, une source d'inspiration. Elle accueille et forme les jeunes qui font de la terre une vocation. Ici, à Saint-Joseph, se cultive autant le sol que l'avenir. Une autre information dans ce journal. Les parlementaires d'Afrique francophone sont à Cotonou pour la 31e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Une rencontre axée sur les grands défis du continent. Victorine Bondé et Wenceslas Aroimont pour les détails. Des nations au parcours varié, unies par un socle commun, la langue française. Ici à Cotonou, des centaines d'élus venus de tout le continent africain se retrouvent pour débattre des grands enjeux partagés dans l'espace francophone. C'est à l'occasion de la 31e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Nous voici aujourd'hui à Cotonou pour porter le dialogue politique et la coopération interparlementaire vers de nouveaux sommets et franchir des étapes supplémentaires dans la construction de notre communauté de destin. Nos travaux qui débutent aujourd'hui revêtent une grande importance pour l'avenir de notre Assemblée et même pour l'avenir de la francophonie tout entière. Nous nous retrouvons dans un contexte régional complexe, constitué de défis auxquels nous devons faire face. Ces défis sont géopolitiques, ils sont démographiques, ils sont énergétiques, ils sont climatiques et nécessitent plus que jamais un engagement parlementaire francophone fort, lucide et coordonné. Pays hôte de cette édition, le Bénin confirme sa position centrale dans l'Assemblée parlementaire de la francophonie, fort de son engagement historique depuis les premières heures de l'institution. Le Bénin, où dès 1990, une conférence nationale souveraine a montré à tout un continent qu'on pouvait tourner une page sans effacer les racines, qu'on pouvait bâtir l'avenir en rassemblant, non en excluant. Cette mémoire béninoise, ce courage politique inspire encore aujourd'hui notre action parlementaire collective. 3 jours pour se pencher sur l'accès à l'énergie, la géopolitique et la démographie, des sujets cruciaux pour le développement durable, la stabilité et la souveraineté de l'Afrique. Et on parle politique avec ces rumeurs qui font état de dissension entre l'ex-parti PRD de Maître Adrien Roubedji et l'Union progressiste Le Renouveau UPR. Qu'en est-il exactement? Gérard Agbenonchi, secrétaire de l'UPR, donne des clarifications. Il était l'invité de Instant Politique de l'émission Bonjour le Bénin ce lundi 2 juin. On l'écoute. Vous savez, en politique, parfois, l'inaction est plus bruyante que l'action silencieuse. Mais à l'Union progressiste Le Renouveau, pendant que d'autres spéculent, nous travaillons. Et je puis vous dire qu'à quelques mois des élections de 2026, notre engagement est clair, c'est de renforcer l'unité nationale, être beaucoup plus à l'écoute du peuple et construire un avenir politique solide
avec l'ensemble des forces vives et de toutes les compétences en quantité et en qualité dont regorge l'Union progressiste Le Renouveau. Aujourd'hui, avec la réforme du système partisan, les individus compteront moins, mais les organisations politiques compteront davantage. C'est pour ça qu'il faut avoir les yeux tournés vers les organisations, vers les partis politiques, comment les partis sont structurés, comment les partis travaillent sur le terrain, est-ce que les partis sont sérieux, qu'est-ce que les partis font sur le terrain. Au moment venu, en ce qui concerne le nom de qui sera le candidat du parti, le nom sera révélé et ils auront le temps, même si c'est 2 mois, 3 mois, pour l'apprécier. Le processus de la fusion de l'ex-PRD et de l'ex-Union progressiste a été conduit dans les règles de l'art et a consacré un acte de fusion qui est un acte de mariage qui, de facto, a entraîné la dissolution de l'ex-PRD et la dissolution de l'ex-UP, et l'acte de fusion déposé au ministère de l'Intérieur a été enregistré. Et aujourd'hui, il n'y a que l'Union progressiste, Le Renouveau, l'ex-PRD n'existe plus, l'ex-UP n'existe plus. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas reçu une demande officielle ou formelle du président Mbedi demandant à ne plus être militant. Il peut le faire. La confidence que je puis vous faire, c'est que quand le président Jock Benoît est allé le voir, il lui a dit « Je ne suis pas venu à l'Union progressiste, Le Renouveau, pour en sortir. Mais s'il y a des difficultés, il faut qu'on en parle. » L'Union progressiste, Le Renouveau, n'est pas un assemblage de blocs. Nous sommes une maison commune. Une maison commune où les idées se confrontent, mais où l'intérêt prévaut toujours. D'une information politique à une autre, la force Kori pour un Bénin émergent renforce ses bases dans la 20e circonscription électorale. Dimanche dernier, à Promisérité, le parti a marqué une nouvelle étape de sa structuration politique en installant ses coordinations locales. Sous la houlette de son secrétaire exécutif national, Paul Humpé, les cellules des villages et quartiers ont été mises en place. Yves-Patrick Loco, Calvador, Awanou. À Promisérité, 20e circonscription électorale, le parti Foscori pour un Bénin émergent, FCBE, renforce ses bases en installant de nouvelles cellules dans les villages et quartiers. Sous la direction de Paul Humpé, le parti réaffirme sa position sur l'échiquier politique national et clarifie sa vision pour un Bénin en quête de développement. Il n'y a pas péril en la demeure. Travaillons à démontrer que nous sommes en mesure de nous maintenir en politique, en allant mobiliser au-delà des 20%. Moi, je trouve que c'est possible, parce que nous savons qu'il y a plusieurs réformes que le président Talon a apportées, que nous aurions pu réussir à introduire si la texture socio-politique était en notre faveur. Lors de cette rencontre, Paul Humpé a insisté sur l'importance d'une opposition modérée et responsable, affirmant que la FCBE ne se laissera pas faire face aux défis politiques à venir. Il y a eu d'abord le lancement national et des lancements officiels décentralisés au niveau de chaque circonscription électorale. Les élections générales sont lancées, et très bien lancées chez nous. Les comités de village que nous allons installer bientôt vont s'ajouter à ceux qui sont déjà là et les sympathisants, et nous allons faire des résultats honorables. La machine FCBE est lancée. L'installation des cellules communales va se poursuivre. Et voici à présent la liste des marchés qui s'animent ce mercredi 4 juin 2025. On regarde.
Et ce sera tout pour ce bulletin d'information que j'ai eu du plaisir à vous présenter. À demain. Merci Fifamé, on se retrouve très prochainement par ici sur Bonjour le Bénin. Bien sûr. Allez, Bonjour le Bénin va se poursuivre, mais avant on va marquer une pause et derrière on retrouve la suite de ce programme matinal. Bonjour le Bénin, merci. Si vous venez tout juste à l'instant de nous rejoindre, nous nous intéressons ce matin à la semaine de l'eau et de l'assainissement. Elle vise à promouvoir des solutions novatrices et durables face aux défis majeurs liés à l'eau et à l'assainissement. Et ce sont des universitaires venus de plusieurs régions d'Afrique qui s'y collent. On vous en parle ce matin avec moi en plateau pour évoquer cette question. Professeur Emma Yaovi Bossa, il est enseignant, chercheur, maître de conférence en hydrologie et gestion des ressources en eau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour le Bénin pour évoquer cette question combien cruciale pour les populations quand on parle d'eau et d'assainissement. Mais avant, on veut bien en savoir un peu plus sur cette semaine de l'eau et de l'assainissement. C'est déjà la deuxième édition. Il y a eu une première édition par le passé. Exactement. Nous avons, au niveau de l'Institut national de l'eau, un centre d'excellence africain de l'eau et de l'assainissement et qui est financé par la Banque mondiale et par l'AFD et qui nous soutient dans un certain nombre d'activités. Et l'une des activités, c'est de porter au niveau international tout ce que nous faisons et pour avoir l'excellence au niveau de notre centre de formation. Et donc, l'année passée, nous avons organisé donc, la première édition de cette semaine de l'eau et de l'assainissement sur une thématique d'actualité qui est l'économie circulaire. Donc, l'économie circulaire au niveau donc, de l'eau et de l'assainissement. Et cette année, nous avons la deuxième édition qui s'est organisée donc, depuis hier, qui va finir demain, le 5, et qui porte sur la recherche à l'innovation et au transfert des technologies. Donc voilà, et principalement, il s'agit de voir comment les innovations qui sont obtenues au niveau des laboratoires de recherche de l'université sont maintenant traduites en technologie et rendues disponibles donc aux communautés. Concrètement, justement, quel est l'objectif, on va dire, de ces assises? Qu'est-ce que vous visez en faisant recours à vos collègues universitaires d'autres régions de l'Afrique, mais également du monde, parce qu'on a des experts des Pays-Bas, a-t-on appris, qui sont également sur place. Et quand on parle de Pays-Bas, on sait que c'est un pays qui a réussi à la maîtrise d'eau, enfin, c'est l'un des meilleurs pays en termes de maîtrise d'eau dans le monde. Justement, concrètement, en quoi ces assises sont-elles importantes pour le quotidien des populations? Voilà, et comme je l'avais dit, nous sommes un centre d'excellence. Et en tant que centre d'excellence, il est normal que nous cherchions à voir un peu les bonnes pratiques qui sont faites partout dans le monde. Et comme vous l'avez si bien dit, les Pays-Bas font un cas d'école en matière donc, de gestion de l'eau et de l'assainissement. Et ce que nous recherchons, c'est déjà de mettre en place à notre niveau, au niveau de l'université d'Abomey-Calavi, les bases qu'il faut pour effectivement internaliser un certain nombre de bonnes pratiques adaptées à nos conditions. Et donc, les Pays-Bas, particulièrement le Water Campus, qui est représenté au niveau de notre conférence, est un cas d'exemple, un modèle d'excellence au niveau de l'Union européenne et qui fait cas d'école et qui, en matière donc d'innovation, de transfert de technologies, font de très bonnes choses et nous avons souhaité qu'ils nous accompagnent. Alors, ils nous ont démontré un peu, depuis le début, le mécanisme par lequel ils font le transfert de technologies, comment ils arrivent à lever des fonds et à financer les innovations et à amener les innovations à des technologies utiles aux communautés. Et nous ne sommes pas limités seulement au cas des Pays-Bas.
il y a dans la sous-région ouest africaine d'autres cas comme l'Université de Ghana, qui est aussi représentée et qui, depuis un certain temps aussi, sont montés en puissance et qui sont venus aussi présenter les cas de succès en matière donc, de transfert de technologie et l'organisation, le cadre institutionnel et tout ce qu'ils font pour que ça marche très bien. Et l'Université d'Abomey-Calavi s'inscrit dans cette dynamique. Depuis un certain temps, l'équipe rectorale en place essaye donc de créer un environnement pour que cette même dynamique vraiment prenne. Et donc, c'est une activité qui constitue donc un input assez solide pour la dynamique mise en place par l'université. Voilà. Alors, on parle d'innovation, on parle de transfert de technologie. Dans la pratique, comment est-ce que va s'opérer on va dire, ce transfert de compétences-là? Exactement. Disons que le transfert de compétences peut être vu sur plusieurs plans. C'est-à-dire, dans un premier temps, c'est d'identifier déjà les innovations. Et donc, tout ce qui se fait dans les laboratoires, il faut en être au courant et identifier les innovations qui ont un potentiel assez pratique. Et à partir de là, il faut aller au prototypage, c'est-à-dire que l'université doit disposer d'un certain nombre de laboratoires de fabrication qui permettent donc de créer des modèles testables, des modèles qui peuvent être apportés comme solution aux populations. Et au-delà donc du prototypage, il faut maintenant initier des sortes de collaborations avec des entreprises. Et ces entreprises viennent et des conventions peuvent être signées avec ces entreprises à plusieurs niveaux, c'est-à-dire d'abord pour le financement, donc du prototype vers la technologie finale, et aussi pour la distribution donc, de la technologie. Et donc aussi l'exploitation des licences. Donc tout ça est organisé à partir de ce moment-là. Mais au-delà de ça, il faut aussi voir si la technologie est adaptée aux besoins locaux, en tenant compte donc des réalités socio-économiques, culturelles, je dirais, et aussi environnementales. Donc, tout ça, ça fait partie donc, du processus. Mais ce n'est pas fini, parce qu'après tout cela, il faut apporter maintenant la technologie aux communautés. C'est justement là que se dirige ma prochaine question. Comment est-ce que ces innovations, ce transfert de compétences seront matérialisées dans le quotidien des populations? On sait que le Bénin, Cotonou, la capitale économique, fait face à un gros problème de maîtrise d'eau. Le gouvernement a développé des projets pour pouvoir favoriser l'assainissement donc, de la ville. Comment est-ce que vous comptez traduire toute cette belle théorie, toutes ces compétences dans un document qui sera utile donc, au pouvoir public dans la maîtrise d'eau? C'est ça. Déjà, par rapport au transfert aux communautés, je dirais que il faut déjà que ce soit les entreprises et les publics qui prennent cette technologie. Parce que généralement, ce que nous proposons, c'est que ce ne soit pas des modèles de partenariat public-privé, et parce que généralement, c'est des entreprises privées et aussi des services publics qui offrent des services aux communautés. Et donc, du coup, ces technologies qui seront mises à disposition de ces entreprises maintenant seront apportées aux communautés. Et ça peut être apporté aux communautés déjà en faisant, comment on appelle, en organisant des foires pour vulgariser, en organisant des concours d'innovation ou bien voilà,
en faisant des sensibilisations à partir des ONG, par exemple. Voilà, et tout ça, ça peut se faire. Au-delà de ces aspects-là, les communautés aussi peuvent aussi faire une certaine demande auprès donc des institutions, des pôles d'innovation qui existent. Maintenant, concrètement, pour le cas de Cotonou, vu que le gouvernement met beaucoup de moyens sur les différents bassins, puisque le Cotonou compte jusqu'à 50 bassins versants, et ces bassins sont en train d'être aménagés dans le cadre du programme d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou. Et il y a des modèles de prévision, par exemple, des inondations ou bien de simulation, de dimensionnement des infrastructures qui peuvent être mises à disposition donc, de ces entreprises ou bien de l'État qui donc s'investit beaucoup dans l'assainissement. Et qu'en est-il justement de l'assainissement? Parce qu'il n'y a pas que la question de maîtrise d'eau, l'eau va forcément avec l'assainissement. Quelles sont les réflexions qui sont en cours actuellement? Oui, déjà, en tant qu'institution de formation et de recherche, nous accompagnons les activités du PAPC, donc du programme d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou et donc du CIRAT. Et vous savez qu'il y a le programme Aspatage et il y a aussi le programme PAPC. Et nous accompagnons ces programmes-là en formant les communautés, que ce soit les communes et aussi les services techniques de l'État comme la Direction générale de l'eau. Et nous les formons déjà à mieux maîtriser les enjeux au niveau de chaque bassin. Pourquoi, malgré les infrastructures qui sont mises en place, les bassins sont toujours inondés. Les bassins urbains de Cotonou sont toujours inondés. Et nous faisons des descentes sur le terrain avec les communes pour faire du diagnostic. Et nous aussi, nous évaluons les réalisations et les outils de gestion qui sont mis à leur disposition. Et concrètement, nous formulons des recommandations et ensemble avec eux, voilà, on arrive à trouver des solutions. D'accord. Alors, votre séminaire, pour ne pas dire votre initiative, la semaine de l'eau et de l'assainissement est en cours jusqu'à demain. Sur place, qu'est-ce qu'on peut voir? Voilà, si vous venez au Palais des Congrès, puisque ça se passe là-bas, déjà, il y a des communications sur les thématiques du jour. Par exemple, la première journée d'hier, c'était exactement le mécanisme de transfert de technologies, la stratégie de financement des innovations. Et nous avons eu des communications et nous avons eu aussi un panel de haut niveau où les institutions qui sont en charge donc, de ces genres de mécanismes sont venus expliquer au public et surtout aux étudiants comment ils peuvent effectivement au sein du cadre institutionnel existant, pouvoir progresser et passer de l'innovation aux technologies utilisables sur le terrain. Et aujourd'hui, si vous venez au Palais des Congrès, nous avons une autre thématique qui concerne le traitement des eaux usées. Et là-bas, comme les amis des Pays-Bas sont là et d'autres de la sous-région du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, et qui aussi ont des cas de bonnes pratiques à partager, vous pourriez découvrir comment des grandes industries, bon, nous avons par exemple la zone industrielle de Goldjigbe, par exemple, où il y a beaucoup d'industries qui produisent des eaux usées. Nous, notre intérêt, c'est déjà de partager au public et aussi avec les acteurs de ces industries-là, les bonnes pratiques, comment on peut effectivement traiter les eaux usées et voilà, les recycler et les réutiliser. Et aussi, il y a d'autres structures qui sont invitées comme les grands hôtels, par exemple l'hôtel Azalaï, qui va faire une démonstration comment ils traitent les eaux usées parce que c'est une préoccupation, voilà, parce qu'ils utilisent beaucoup d'eau et ces eaux vont où finalement, et on aimerait en savoir. Et si nous, en tant que chercheurs, on peut apporter notre expertise et développer des technologies plus adaptées pour un environnement plus sain, là c'est ce que vous allez voir aujourd'hui. Et dans la soirée, beaucoup de communication. Mais par contre, demain, demain, excusez-moi, c'est la fin, c'est le 5, nous avons plusieurs thématiques. Nous avons une thématique sur les ressources en eau,
et les écosystèmes transfrontaliers. Par exemple, il y a les chercheurs venant d'un peu partout dans le monde qui vont exposer ce qu'il en est, puisque nous avons beaucoup de bassins transfrontaliers. Bon, au Bénin aussi, nous partageons la Volta, nous partageons le bassin du Mono, il y a des autorités du bassin. Donc on a beaucoup à apprendre et tout ce monde-là est invité pour venir apprendre de ce qui se passe ailleurs en ce qui concerne la gestion des écosystèmes transfrontaliers. Mais au-delà de ça, il y a d'autres thèmes sur la gestion des risques et catastrophes, par exemple, où les gens vont intervenir depuis la France, depuis les Pays-Bas, et tout ça, certains vont intervenir en ligne. Donc on va venir découvrir les outils qui sont développés aujourd'hui pour faire face à ces genres de risques, surtout en milieu urbain comme Cotonou. Et dans la soirée, nous allons encore revenir à notre thème principal, le transfert des technologies, les innovations, où c'est plutôt les étudiants qui sont porteurs de bonnes idées de projets, des idées innovatrices, comme on le dit, et on va les laisser s'exprimer. On a déjà fait une compétition préliminaire où une quinzaine sont sélectionnés comme finalistes et qui vont venir pitcher et qui vont finalement nous démontrer l'opportunité et l'intérêt de leur idée. Et donc, ils vont recevoir des prix. Et une fois que ces prix sont attribués, et ça serait fait solennellement demain, une fois que ces prix sont attribués, on va le faire rentrer dans le processus d'incubation. Parce que l'incubation, c'est un outil que le Centre d'excellence a mis en place pour accompagner les étudiants porteurs d'idées vers la création de leur start-up, de leur entreprise. Matérialisation. Donc, voilà. Donc ça fait deux choses différentes. Les chercheurs déjà confirmés font des recherches au niveau des labos et les résultats sont sélectionnés et commercialisés, voilà, comme je l'avais dit, mais aussi l'opportunité est donnée aux étudiants qui n'ont pas forcément commencé par faire de la recherche, mais qui ont des idées et de pouvoir aussi faire leur chemin et d'aller très tôt vers des solutions qui sont profitables aux communautés. Merci beaucoup, professeur Bossa. Merci vraiment d'être passé sur Bonjour le Bénin. Nous en dire un peu plus sur cette semaine de l'eau et de l'assainissement et tout ce que vous faites, bien sûr, pour permettre notamment aux jeunes de pouvoir progresser dans leur cursus. Vous passez une excellente journée. On vous souhaite bon courage et bonne chance pour la suite des travaux. Merci. Et à très bientôt. Vous revenez quand vous voulez par ici sur Bonjour le Bénin. Nous allons poursuivre et marquer un arrêt au sein, donc, on va dire dans les logements sociaux, les logements économiques. Si vous souhaitez les acquérir, ces logements, écoutez, le gouvernement a annoncé des modalités très très allégées. On va en savoir un peu plus. Bonne nouvelle pour toutes les personnes qui souhaitent acquérir les logements économiques. Le gouvernement a annoncé des modalités allégées. L'objectif est d'élargir la cible de bénéficiaires et d'adapter les conditions de remboursement. On vous en dit tout ce matin avec Madame... allez, on va voir sur le conducteur. Madame Tatiana Benayon, elle est responsable commerciale du CIMO. Bonjour et bienvenue. Bonjour, ravi d'être là avec vous. Mais c'est un plaisir de vous recevoir. Surtout quand on parle de conditions allégées, on sait que tout le monde a envie d'avoir des conditions vraiment très très allégées dans l'acquisition de ces logements-là. Le gouvernement, disais-je, Madame Benayon, a adopté un conseil des ministres, pour ne pas dire... a adopté un conseil des ministres le 28 mai 2025 de nouvelles mesures pour faciliter l'accès aux logements économiques en location-achat. L'objectif est d'élargir la cible de bénéficiaires et d'adapter les conditions de remboursement. Est-ce à dire que les précédentes conditions étaient prohibitives? Les précédentes conditions, non, ne l'étaient pas, mais le gouvernement souhaite faciliter l'accès à la propriété à tous les Béninois. Et c'est pour ça qu'il a pris ces nouvelles mesures pour rendre l'accès facile à ces logements qui ont été construits pour les Béninois. D'accord. Et selon les nouvelles modalités, l'accès au logement s'ouvre désormais à deux autres catégories, les Béninois de la diaspora et les personnes retraitées. Et la durée de remboursement passe aussi de 17 à 20 ans. Le taux d'actualisation servant à calculer les mensualités est revu à la baisse, passe de 6,5 à 4,5%. Concrètement, dans les faits, comment est-ce que cela se traduit?
Jusque-là, en fait, les retraités et les Béninois de la diaspora avaient accès au programme, mais uniquement par le biais de l'achat au comptant. Et donc, on sait que tous les Béninois n'ont pas forcément les moyens d'acheter au comptant un logement, même si ce sont des logements qui ont été subventionnés et qui sont cédés à des coûts très, très corrects par rapport au marché. Donc, le gouvernement, dans sa volonté de rendre ces logements construits pour les Béninois encore plus accessibles, a permis, à partir du Conseil des ministres, à partir de la décision du Conseil des ministres, que les Béninois de la diaspora, qui jusque-là ne pouvaient faire que de l'achat au comptant, puissent maintenant entrer dans le programme via le mécanisme de la location à cession ou location achat. Il en est de même également pour les retraités qui étaient exclus de la location achat et ne pouvaient faire que de l'achat au comptant. Pourquoi avaient-ils été exclus, les retraités ? C'est plus une question de revenus et de situation professionnelle, parce que quand vous êtes à la retraite, vous avez certes une pension de retraite, mais ce n'est pas pareil que si vous êtes en activité. Et donc, la différence pour les Béninois de la diaspora, par exemple, ils sont à l'étranger. Donc, comment est-ce qu'on a la certitude de pouvoir récupérer les loyers tous les mois si on est dans le mécanisme de la location achat? Mais le problème, c'est que c'est pareil pour les Béninois qui sont ici. On est dans un dispositif qui fait qu'on ne contraint pas les gens en leur demandant des justificatifs ou en mettant la même mise sur leurs revenus. En fait, on leur laisse la possibilité de pouvoir aisément rentrer dans le programme comme simple locataire. C'est ça en réalité la location à cession. Vous venez comme simple locataire, vous payez 3 mois de caution et par vos mensualités, en fait, vous épurez le prix d'achat de votre logement. Et donc, vous comprenez que ce n'est pas toujours simple, qu'il nous arrive d'avoir des difficultés et des fois, on peut être défaillant dans le paiement de ces loyers. Mais le gouvernement n'a pas voulu prendre en compte ces cas de figure qui peuvent arriver. Il a préféré laisser la possibilité à tout le monde de venir dans le programme via le mécanisme de la location achat ou de la location à cession. Alors, on va faire simple pour les téléspectateurs. Je suis béninois, j'ai envie d'acquérir ces logements-là. Comment est-ce que je fais? C'est très simple. Tout est dématérialisé. Vous allez sur la plateforme programmelogement.bj. Vous vous inscrivez, vous ouvrez un compte, vous renseignez un formulaire, vous renseignez votre situation, vous joignez les pièces qui sont demandées par rapport à la situation que vous avez déclarée. Et là, également, il y a un travail qui a été fait pour alléger le processus d'inscription. Au jour d'aujourd'hui, il suffit de remplir le formulaire, de choisir votre logement, de joindre votre pièce d'identité, en tout cas pour ce qui concerne les logements économiques, et de pouvoir payer les frais d'étude de dossier qui varient de 50 000 si vous choisissez un logement social ou de 100 000 si c'est un logement économique. Et voilà, le processus est fait. Votre dossier va arriver au niveau du back-office de la CIMO qui a mandat pour étudier ces dossiers. Et une fois que votre dossier a été étudié et que vous correspondez aux critères définis par l'État, bien évidemment, on vous passe un comité d'attribution qui est un comité indépendant composé de 5 membres, dont un du ministère des Finances, un du ministère du Cadre de vie, un représentant l'une des mairies, puisque pour le moment, le programme il est effectif à Porto Novo et à Rouedo et bientôt à Paracou. Et puis, un représentant de la CIMO qui sert de rapporteur par rapport aux séances de comité. Une fois que le comité a statué et a décidé que, compte tenu des conditions, vous êtes éligible, il vous attribue le logement s'il est disponible. Et par rapport à ce logement, en fait, toutes les attributions seront rendues publiques pour qu'il y ait une traçabilité, pour qu'il y ait une clarté et que voilà, qu'on ne se retrouve pas dans des situations qu'on a déjà vécues auparavant. C'est depuis le 20 février 2025, donc le 20 février dernier, que la commercialisation des premiers logements a démarré. Est-ce qu'on peut dire que ça connaît un franc succès? L'engouement n'a pas baissé.
On s'en rend compte tous les jours en voyant les gens qui viennent visiter des logements témoins, aménagés exprès pour que les gens puissent se projeter. Les gens viennent tous les jours voir ces logements. Le nombre d'inscriptions sur la plateforme n'a pas non plus baissé. Au contraire, avec les allègements et les nouvelles dispositions, les inscriptions ne cessent d'accroître. Et donc, on peut dire que l'engouement, il est réel, puisque c'est un programme inédit. Voilà, vous venez avec 3 mois de caution, vous payez tous les mois votre loyer, ou votre mensualité plutôt. C'est pas comme si vous le faites et vous n'y vivez pas, vous continuez de vivre dans le logement. Une fois que vous avez fini de payer votre logement, vous devenez propriétaire avec à la clé une sécurité juridique qui est un titre foncier qui vous est attribué lorsque vous avez soldé votre achat. Donc voilà, ce sont des conditions très abordables, en sachant que si un Béninois aujourd'hui, par rapport à tout le travail qui a été fait sur ces différents sites, doit construire lui-même son logement avec les mêmes matériaux, ça lui coûterait 2 fois plus cher, sans garantie de pouvoir entrer en temps voulu dans son logement. Ici, vous avez des logements clés en main qui sont avec un foncier viabilisé. Vous avez la fibre optique, vous avez l'électricité, vous avez l'eau. Vous avez juste à poser vos meubles et vous avez même des chauffe-eau qui sont installés. Vous avez juste à poser vos meubles et vous êtes chez vous. Alors, les prix des logements en achat au comptant ne changent pas et les règles d'acquisition des logements de type D réservés donc aux agents de l'État aussi restent identiques, 97 000 francs par mois sur 25 ans. Pourquoi ces conditions-là n'ont pas été elles aussi revues? Parce que les conditions pour l'acquisition d'un logement social par un fonctionnaire de l'État béninois, ces conditions sont déjà quand même, il faut l'avouer, bien revues, parce que ce sont les logements qui ont été le plus subventionnés par l'État. Et là, on parle d'agents de l'État. L'État est soucieux de pouvoir loger les personnes qui travaillent pour lui et qui, malheureusement, n'ont pas toutes ces garanties pour avoir accès à un prêt immobilier. Donc, 97 000 de loyer par an avec l'assurance d'être propriétaire à la fin. Par mois, hein? Par mois, 97 000 de loyer par mois. Avec l'assurance surtout d'être propriétaire à la fin, parce qu'il faut se l'avouer, aujourd'hui, vous pouvez être, je ne sais pas moi, à 50 000 de loyer tous les mois, vous pouvez rester 20 ans, 50 ans, 100 ans. Si le propriétaire ne décide pas de vendre son bien, ben vous restez simple locataire à vie. Alors que là, on vous offre l'opportunité de devenir propriétaire en payant 97 000 francs de mensualité pour votre logement. Voilà. Et à date, est-ce que les fonctionnaires se ruent vers le logement ou ils se font toujours des... Vous ne pouvez pas imaginer quelle opportunité c'est pour beaucoup de fonctionnaires, parce que aujourd'hui, on vous parle quand même de T4, hein, on vous parle de villa, on ne vous parle pas d'appartement. En tout cas, pour le logement social, on vous parle de villa avec 3 chambres à coucher, un séjour, une cuisine, une salle d'eau, une arrière-cour, et tout ça dans un environnement aménagé pour votre bien. On parle d'une maison. Et là, c'est pas... Voilà. Donc, vous pouvez imaginer que c'est l'opportunité d'une vie pour pas mal de fonctionnaires de pouvoir enfin devenir propriétaire. Alors, on sait, hein, le programme de logement socio-économique a été lancé par le gouvernement et vise la construction de 20 000 habitations accessibles aux Béninois. Est-ce que tous les 20 000 logements aujourd'hui sont prêts? Non. Ça va être fait phase par phase. Là, on est à la phase 1 et ça concerne essentiellement les villes de Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi, de Porto Novo et de Paracou. En sachant qu'aujourd'hui, on est sur la construction de 10 000 logements, un peu plus de 10 000 logements sur Wedo. On est sur 173 logements à Porto Novo et bientôt 250 logements à Paracou pour la phase 1. Après, ce sera d'autres villes comme Abomey, Boyikon, Natitengu, Malanville et tout ça. Donc, c'est au fur et à mesure qu'on arrivera à atteindre ces 20 000 logements. Et quand on parle du taux d'actualisation qui sert à calculer les mensualités qui est revu à la baisse, passant de 6,5 à 4,5%, en termes de simulation simple, ça donne quoi? Ça donne, en termes de simulation simple, pour le logement le plus cher du programme, qui est le logement de type E, donc un T4 de 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, un séjour, une cuisine, une grande arrière-cour, un grand jardin, mais en plus, un garage où vous pouvez mettre 2 voitures
et également une dépendance, donc une chambre qui peut être une chambre de bonne ou d'amis, avec des sanitaires, vous étiez à 414 000 de mensualité sans apport. Et avec le taux d'actualisation et les prix revus à la baisse, vous en avez pour 323 000. Donc, il y a quand même une baisse d'à peu près 20%, en sachant que si vous faites un apport, qui n'est pas obligatoire si vous rentrez dans le programme, c'est si vous le souhaitez que vous le faites, cet apport. Si vous faites un apport, vos mensualités seront encore calculées à la baisse pour vous permettre d'épurer votre prix d'acquisition. Et les Béninois de la diaspora subissent le même processus que ceux qui sont sur place, où il y a d'autres procédés ou d'autres processus? Pas du tout. En fait, comme je le dis, c'est un programme pour tous les Béninois, qu'ils soient résidents ou non. Tout le monde est traité de la même façon. On leur demande exactement les mêmes pièces et donc ils paieront leur mensualité comme le font les Béninois qui sont résidents. Vous savez, quand vous êtes à l'étranger, on a tendance à croire qu'on a des revenus supérieurs, mais beaucoup savent ce qu'ils vivent là-bas. Donc, le but, c'est pas de les acculer, mais plutôt de les aider à acquérir un logement décent au Bénin, ce qui est très compliqué quand vous devez envoyer de l'argent tous les mois et que vous n'avez pas l'assurance que cet argent arrive même à acheter le nombre de paquets de ciment que vous avez prévu. Donc, pour les Béninois de la diaspora, le traitement est exactement le même que pour les Béninois résidents. Qu'avez-vous à dire aux consommateurs potentiels pour clore cet entretien? Venez sur le programme 20 000 logements. C'est une opportunité de vie que vous offre le gouvernement béninois. Vous êtes dans des sites, vous êtes sur des sites avec des aménagements paysagers, avec des équipements socio-communautaires, parce que sur ces différents sites, vous aurez des écoles qui vont vous permettre de scolariser vos enfants pas très loin. Il y aura des centres de santé qui seront construits. Vous aurez également des commerces de proximité, des infrastructures du quotidien comme je sais pas moi, une agence de la SONEB, en fait, une agence bancaire, en fait, tous ces équipements dont on a besoin au quotidien, et vous êtes sur des logements clés en main, viabilisés, construits dans de matériaux de qualité. Donc voilà, c'est vraiment une opportunité pour chacun de pouvoir accéder au programme 20 000 logements et d'en devenir propriétaire. Merci beaucoup à vous, Madame Tatiana Gbenayon. Vous êtes la responsable commerciale de la CIMO. Merci d'être passée sur Bonjour le Bénin, partager ces opportunités avec les téléspectateurs, les Béninois qui s'impatientent sans doute de faire appel à vous, à votre structure, bien sûr, pas vous, entité personnelle, pour entrer en possession de leur logement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Passez une excellente journée du mercredi. À très bientôt. Merci. Bonjour le Bénin. Juste après vous, on va recevoir Maître Josette Attadé avec elle. On va parler d'un sujet pas très gai. On parle de viol et de ces chiffres qui effraient à tout le moins. Bienvenue si vous venez à l'instant de nous rejoindre sur Bonjour le Bénin. Ces chiffres qui méritent qu'on s'y attarde pour le compte du seul premier trimestre de l'année 2025. 1500 cas de viol ont été recensés. Des stats qui interpellent et poussent à s'interroger. Pourquoi le viol résiste-t-il à la loi? Nous sommes avec Maître Josette Attadé. Elle est chef pôle affaires juridiques à l'Institut national de la femme. Bonjour et bienvenue, Maître. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Et vous? Ça va, merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur Bonjour le Bénin pour évoquer une situation, une question pas très gaie. Alors, 1500 cas de viol recensés pour le seul premier trimestre de 2025. Comment l'Institut national de la femme analyse-t-il cette augmentation de cas de viol? Y a-t-il des facteurs spécifiques que vous avez identifiés? Alors, il est important déjà de faire une petite clarification. La clarification, c'est celle-ci, ce sont les chiffres. Alors, de janvier à mars 2025, l'Institut national de la femme a recensé ou a reçu 1058. 1058 plaintes, toutes catégories confondues. 1058 plaintes. Et de janvier à mai 2025, nous avons atteint la barre des 1854 plaintes. Mais ça, c'est toutes les infractions confondues.
D'accord. Alors, de janvier à mars, pour être précis dans les chiffres des agressions sexuelles, nous avons reçu 277 plaintes relativement aux agressions sexuelles. Et quand nous parlons d'agressions sexuelles, vous avez le harcèlement sexuel, vous avez le viol, vous avez les grossesses précoces sur mineurs, les atteintes sexuelles sur mineurs de moins de 13 ans. Donc, pour aller dans les détails des chiffres, eh bien, nous avons 32 cas de harcèlement sexuel, nous avons 107 cas d'atteintes sexuelles sur mineurs, nous avons 35 cas de grossesses précoces, 98 cas de viol et 5 cas d'inceste. D'accord. Est-ce que ces chiffres, on va dire, reflètent une augmentation réelle des incidents ou c'est juste une amélioration dans la dénonciation et de l'enregistrement des cas? Alors, je dirais que c'est un peu des deux, parce que ces chiffres-là, c'est non seulement les victimes qui sont venues directement à l'Institut national de la femme, mais aussi de nos antennes départementaux, de nos points focaux et tout ça. Ce qui fait que, oui, on pourra dire, d'une part, les violences sont en train d'augmenter, mais surtout la dénonciation. Aujourd'hui, de plus en plus, les femmes savent, la population sait qu'il y a des lois, qu'il y a des institutions fortes qui les accompagnent et qu'elles ont une oreille, qu'il y a une personne qui les écoute, qui les attend, qui les accompagne dans le processus. Et surtout, la population sait qu'elle ne se retrouve plus toute seule face à la machine judiciaire. Et ça, c'est important. Et quelles sont les tranches d'âge les plus touchées par ces violences? Est-ce qu'il existe des profils de victimes ou d'agresseurs qui se dégagent? Alors, les tranches d'âge, les statistiques le montrent clairement, ce sont les victimes. Les victimes sont souvent des mineurs, la plupart du temps de petites filles qui forcément n'ont pas premier le réflexe de faire attention, de se méfier de monsieur ou de madame tant qui s'approchent d'elles, qui leur font des propositions, qui leur disent il faut que ce soit un secret entre nous, on n'en parle à personne. Et les agresseurs souvent profitent de ces questions-là. La petite fille est plus enclin à se taire lorsqu'on lui dit si tu parles, je vais tuer ton père, je vais tuer ta mère. À se taire lorsqu'il y a une menace, plutôt qu'une grande personne qui tout de suite a le premier réflexe de dire je vais me défendre ou je vais me confier à une personne qui va me rediriger vers une institution qui pourra m'accompagner. Donc déjà oui, les petites filles et les agresseurs savent repérer les personnes qui sont les plus à même à ne pas se défendre, à ne pas se battre parce qu'elles ont peur. Et quel est le rôle précis de l'Institut national de la femme dans la prise en charge de ces victimes-là? La première chose qu'il faut retenir, c'est que l'Institut national de la femme a un mandat juridique et judiciaire. Donc, l'Institut national de la femme, en ce qui concerne les viols, bien sûr, ce sera l'accompagnement judiciaire. Nous avons des avocats que nous mettons à disposition des victimes afin qu'elles ne soient plus seules face aux questions. Vous savez, lorsque vous avez été victime d'agression, la plupart du temps d'agression sexuelle, et que le juge, dans déjà la toge, la présentation du corps judiciaire, la robe noire et tout, le visage fermé. Et il y a des questions qui sont posées. Est-ce que vous avez été violée? Quand est-ce que ça s'est passé? À quelle heure? Dans les détails qui permettent à la justice de trouver la vérité, eh bien, sont parfois ressentis par la victime comme une nouvelle agression. Et elle a tendance à se dire, mais j'ai été violée, pourquoi on me pose autant de questions? On devrait pouvoir me croire. Et la plupart des victimes vont laisser tomber la procédure parce qu'elles ne comprennent pas forcément le langage qui est parlé devant les tribunaux. Eh bien, aujourd'hui, elles ont d'office un avocat qui les attend au tribunal, qui est toujours là, que ce soit à la criette ou que ce soit dans les juridictions ordinaires. Lorsque nous avons la date à l'avance, eh bien, nous mettons un avocat à disposition qui peut accompagner. Mais même au-delà du mandat judiciaire que l'Institut national de la femme a, nous avons aussi un processus d'accompagnement des victimes. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous êtes mineur de moins de 13 ans et que vous êtes victime d'agression sexuelle, que vous soyez à Malanville ou peu importe où vous êtes, la compétence de la criette l'emporte. Vous devez forcément venir à la criette. Et nous savons que énormément de victimes n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins quotidiens et leur dire laissez tomber peut-être votre marché ou votre journée où vous devez aller au champ, laissez tomber tout ça, venez à Cotonou.
la petite, elle a moins de 13 ans, donc elle ne viendra pas toute seule. Elle doit être accompagnée par un parent. On se dit, la plupart des victimes, dès que vous les informez de ce que la criette est compétente pour connaître de ce dossier, elles vont vous dire, bon, on laisse à Dieu, c'est pas grave, le Seigneur va régler la question. Aujourd'hui, l'Institut national de la femme veille à ce que toutes les victimes soient présentes à l'audience. Et là, ça passe par un accompagnement, non seulement sur les frais de déplacement, les frais de restauration, les frais d'hébergement pour la victime et son parent accompagnateur. L'autre chose aussi, c'est que vous avez des victimes, moi je l'ai vécu lorsque j'étais encore au barreau, je l'ai vécu au début à l'Institut national de la femme, vous avez des victimes qui se liquéfient à l'audience, surtout lorsque malheureusement elles sont face à leur agresseur, elles revivent l'infraction et parfois elles ont du mal à parler, elles ont du mal à exprimer ce qu'elles ressentent. Eh bien aujourd'hui, l'Institut national de la femme s'assure que chaque département dispose d'un psychologue. Nous avons des psychologues par paire de départements qui accompagnent les victimes, qui les aident à retrouver confiance en elles, à retrouver cette joie de vivre là et procèdent à la réinsertion de la victime dans son milieu de tous les jours, dans son cadre de vie, pour permettre quand même à la victime de sortir la tête de l'eau. Condamné à 20 ans, à 50 ans de prison, c'est parfait, d'accord, mais quoi pour la victime? Eh bien, ça va être la reprise de sa vie en main par l'accompagnement psychologique que l'Institut national de la femme offre. Alors, est-ce que l'Institut national travaille, de la femme bien sûr, travaille-t-il avec ou en collaboration avec d'autres structures comme la police, les associations, la société civile pour une meilleure prise en charge? Si oui, comment est-ce que cette collaboration s'organise-t-elle? Tout à fait. J'aime le dire, nous sommes des fils d'un même père et nous travaillons pour la même cause, celle de la protection des victimes, de sorte que ce soit la police, que ce soit les centres sociaux que nous appelons aujourd'hui les GUPS, les guichets uniques de protection sociale, eh bien, toutes ces structures-là, l'Association des femmes avocates du Bénin, toutes ces structures-là travaillent en cohésion pour accompagner les victimes. Lorsque, par exemple, l'Association des femmes avocates aura des difficultés à avoir accès à une juridiction ou aura des difficultés à retrouver une procédure, à faire avancer une procédure, elle va appeler l'Institut national de la femme. Lorsque l'Institut national de la femme n'aura pas suffisamment d'avocats à disposition pour couvrir toutes les juridictions dans le besoin, eh bien, ce sera l'Association des femmes avocates qui sera associée à cela. Lorsque la victime vient à l'Institut national de la femme et dit « j'ai été victime de viol », eh bien, ce sera le commissariat qui sera immédiatement appelé pour avoir la réquisition qui va lui permettre d'avoir le certificat médical gratuitement. Il y a encore quelques jours, un partenariat a été signé avec plusieurs hôpitaux pour que les victimes puissent avoir un suivi médical totalement gratuit sur toute l'étendue du territoire national. Donc voilà des avancées dans la collaboration interstructure. Alors pourquoi le viol résiste-t-il à la loi? Est-on tenté de dire, est-ce que l'Institut national de la femme a identifié des facteurs psychosociologiques qui justifient ou qui pourraient justifier, parce qu'on ne saurait justifier le viol, ou qui pourraient expliquer donc, la résistance du viol à la loi? Alors, il y a déjà la méconnaissance de la loi. Il y a nos réflexions d'entretemps qui étaient supposées être des plaisanteries, qui continuent d'exister et qui font barrage à l'application de la loi. Lorsque le jeune homme est convaincu que la jeune fille dit non tout simplement parce qu'elle veut qu'il insiste un peu plus, ou lorsque le père... Lorsqu'on dit souvent un non, c'est un oui, mais... C'est un oui, mais... lorsque le père estime que la coutume lui donne le droit de prendre la virginité de toutes ses filles, lorsque le patron estime que ce n'est pas bien grave du moment où la stagiaire n'a pas crié, au moment où je lui ai touché les parties intimes, lorsque je lui ai fait une proposition indécente, si elle n'était pas d'accord, elle aurait crié, alors que la loi est claire en matière de viol, même si la victime ne se débat pas, cela ne change rien au fait qu'à aucun moment elle a dit oui. Donc, c'est un viol. Il y a énormément de ces aspects-là qui sont inconnus. Lorsque l'homme estime que, bon, j'ai payé la dot, je l'ai amené à la mairie, donc forcément, à chaque fois que je lui fais une proposition intime, c'est forcément oui. Même si elle ne dit rien, c'est un oui. Alors que la loi dit le fait d'être marié à la victime n'est pas une excuse au viol. Eh bien, il y a ces aspects-là qui vont entrer en ligne de compte et qui vont amener l'infraction de viol à continuer à perdurer. Quel est le message de sensibilisation que vous faites à chaque fois?
Vous n'êtes pas seul. C'est une phrase que j'aime énormément, que chaque victime, chaque femme béninoise sache qu'elle n'est pas seule. L'Institut national de la femme est là, que ce soit par le biais des points focaux, présents non seulement dans toutes les structures, dans tous les établissements publics, dans tous les marchés. Vous n'êtes pas seul. L'Institut national de la femme, c'est un personnel qualifié et préparé à vous écouter. J'aime le dire aussi, énormément de femmes que je pourrais appeler de pouvoir, sont victimes de violences et se disent, est-ce que moi je peux aller, moi Josette Attalé, avocat, est-ce que je peux oser aller à l'Institut national de la femme dire que mon mari me bat, que mon mari me viole, est-ce que c'est possible? Eh bien, l'Institut national de la femme a été formé pour garder le secret. Nous sommes tous assermentés, nous sommes tous sous contrat de confidentialité. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Institut national de la femme a tellement de portes d'entrée, que ce soit le bâtiment physique que vous avez, vous pouvez entrer dans la maison, être accompagné par les spécialistes qui sont dans la maison sans que personne ne sache que vous êtes là, parce qu'il y a tellement de portes d'accès qui permettent quand même de garder confidentielle votre identité tout en vous accompagnant, tout en vous protégeant. Vous n'êtes pas seul. Très bien. Merci beaucoup, Maître Josette Attalé. Vous êtes la chef du pôle affaires juridiques de l'Institut national de la femme. Merci d'être passé sur Bonjour le Bénin, nous expliciter, on va dire, ces chiffres qui, au prime abord, nous ont fait peur, mais qui, justement, grâce à vos explications, on a compris davantage la catégorisation donc des infractions et même voire des crimes recensés pour le compte de ce premier trimestre et jusqu'à mai. D'ailleurs, donc jusqu'au 5e mois de l'année. Merci d'être venu. Vous passez une excellente journée du mercredi. À très bientôt. À bientôt. Bonjour le Bénin, on va marquer une pause. Derrière, on retrouve le débat matinal, le forum de discussion où on s'intéresse aux réformes annoncées dans le secteur de la boulangerie dans notre pays. À tout de suite. Bonjour le Bénin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion où nous allons nous intéresser au secteur du pain, aliment de base. Par excellence, sa production et sa qualité au Bénin sont au centre de nombreuses préoccupations. Le gouvernement l'a bien compris. Il a été annoncé récemment une réforme d'envergure du secteur de la boulangerie, un nouveau guide pour la production du pain, des normes sanitaires renforcées, la question cruciale du pain, autant de points qui soulèvent espoir, mais aussi préoccupation pour les professionnels du secteur. On les reçoit ce matin. Ils ont nom Anselme Aguemon, président de l'ANAPEB, c'est l'association nationale des promoteurs et exploitants de boulangerie-pâtisserie du Bénin. Vous êtes également le secrétaire général adjoint de la Confédération ouest-africaine des boulangers et pâtissiers. Bonjour et bienvenue. Bonjour, cher ami Emma. Comment allez-vous? Ça va, on rend grâce à l'éternel Dieu. Un plaisir de vous recevoir sur Bonjour le Bénin. C'est de même chez moi aussi. Et en face de vous ce matin, on a Victor Bancolé, il est le coordonnateur Atlantique Littoral de l'ANAPEB Bénin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Imam. Comment allez-vous? Ça va, et vous-même? Ça va, merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Le plaisir partage. Alors, avant d'entrer de plein pied dans le forum de discussion, on va voir cet élément que nous propose Ariane Da Silva pour évidemment disposer d'éléments d'appréciation sur lesquels nous allons opiner ensuite. Utilisation de produits douteux dans la fabrication du pain, non-respect du poids homologué et des règles. Ce sont autant de pratiques qui ont pendant longtemps opposé les Béninois aux boulangers. Face à la situation, des actions ont été entreprises par le ministère de l'Industrie et du Commerce pour assainir le secteur. Tentative malheureusement infructueuse qui incite le gouvernement à prendre des mesures et engager des réformes, notamment la conduite d'une étude dans le cadre de la réforme du secteur béninois de la boulangerie. La réforme vise le renforcement des instruments juridiques existants ainsi que des normes sanitaires de qualité et de sécurité alimentaire. Elle prendra aussi en compte la modernisation des conditions de production et l'amélioration des techniques appliquées aux fins d'introduire des pratiques innovantes. À la fin de l'étude, le ministère de l'Industrie et du Commerce va désormais disposer d'un guide technique d'installation d'une unité de boulangerie au Bénin, du guide des bonnes pratiques et des normes pour la production du pain, du mécanisme pour la détermination participative du prix du pain avec les acteurs du secteur, des instruments de détection et de mesure de substances prohibées qui pourraient se trouver dans la farine de blé,
la pâte de farine de blé et le pain. Le Bénin tend ainsi vers une révolution qui va à la fois moderniser le secteur et préserver la santé des consommateurs. Alors, M. Aguemon, dites-nous, c'est le gouvernement ou l'annonce du gouvernement concernant l'élaboration d'un guide dans la production du pain et la réforme du secteur de la boulangerie donc, a été faite. Quelle est votre réaction générale et celle de votre association face à cette initiative? Est-ce que c'est une mesure qui était attendue? Merci, M. Eman. D'entrée, je dois saluer le gouvernement du président Patrice Talon pour l'initiative. Saluer également notre ministre, le ministre du Commerce et de l'Industrie, parce que j'ai le sentiment, depuis des années, nous avons mené des luttes. Les réformes, on nous a dit, on est allé jusqu'à former un comité, on a fait un travail ensemble avec même les consommateurs et on a attendu, il y a plus d'1 an, on attendait cette mesure-là. Donc je tiens à saluer, même si c'est venu tardivement, je tiens à saluer notre ministre et tout le gouvernement. Mon sentiment personnel, c'est je suis très heureux. Je continue de dire à mes camarades promoteurs, exploitants, boulangers que le plus heureux à l'annonce de ce Conseil des ministres, c'est moi, Anselme Aguemon. Parce que le coordonnateur est là, nous avons mené assez de luttes, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit au plan économique. Et quand je dis sanitaire, vous comprenez, mais au plan économique, c'est ce que nous faisons entre nous. Les gens se mènent des luttes, la concurrence déloyale. Et nous avons sensibilisé, nous avons cherché à réprimer. Et là où je suis aujourd'hui, je suis au bout de mes souffles. Donc, à l'annonce de ce Conseil des ministres, vraiment, j'étais très heureux. Donc, voilà le sentiment que j'ai. Alors, M. Bankole, le gouvernement a évoqué des insuffisances révélées par un état des lieux comme motivation de cette réforme. Quelles sont, selon vous, les principales insuffisances et défis que rencontre le secteur de la boulangerie au Bénin? Ouais, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous. Et déjà, je voulais dire aussi mes satisfactions, déjà en avance de cette mesure-là, que le gouvernement quand même puisse dire oui, enfin. Non, on va dire enfin, parce que comme l'a dit le président, c'est quand même des choses qu'on attendait depuis un bon moment. Parce que vous avez vu, ils ont parlé des cadres juridiques existants et qu'il faut renforcer. Ça dit que déjà là, tout de suite, si nous prenons cette phrase-là, c'est que nous avons déjà des tests que nous ne pratiquons pas assez. Ça, c'est déjà une insuffisance. Parce que le secteur du pain au Bénin, ce n'est pas libéral. C'est régi par des lois, c'est régi par des décrets, par des tests et tout. Déjà, le non-respect de ces tests-là, c'est déjà une insuffisance. Si aujourd'hui, même s'il n'y a pas de nouveaux tests, et que nous arrivons quand même à respecter les cadres juridiques qui existent déjà dans le secteur du pain au Bénin, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. Donc, nous, on attend déjà que ces tests qui existaient là puissent quand même être remis sur la table. Et qu'à travers ça, nous puissions repartir sur des amendements, des nouvelles bases, des choses qu'il faut actualiser, ici et ça. Sinon, en matière d'insuffisance, c'est ça la première insuffisance. C'est le non-respect des tests qui régissent le fonctionnement de l'installation générale, le fonctionnement général du pain au Bénin. Donc après ça, ce n'est que ce que vous voyez là en ville, les conditions de transport, tout ça. Mais ça, ce n'est que les manifestations du non-respect de ces tests-là. Sinon, en réalité, nous avons des tests au Bénin qui prévoient comment est-ce que les boulangeries devaient s'installer, comment est-ce que les pains devaient être produits, comment est-ce que les pains devaient être commercialisés, comment est-ce que tout doit se passer dans le secteur du pain. Donc, en réalité, le vrai problème, c'est le non-respect de ces tests-là, qui aujourd'hui devait être quand même une priorité d'abord dans les réformes qui sont en cours. Oui, vous avez parlé tout à l'heure des conditions d'hygiène et de salubrité qui ne sont pas toujours respectées.
voire même parfois dans la commercialisation du pain à l'air libre sans aucune protection, du pain trimballé dans la main qu'on vous présente presque comme un disque, au point même de vous agresser quand vous êtes dans un véhicule avec le pain. Quand vous êtes, est-ce que vous sensibilisez suffisamment à vos mandants? Oui, beaucoup. Sans mentir, beaucoup. Et comme l'a dit le président, nous sommes engagés. On a été engagés depuis plusieurs années, quand même, à travers l'ANAPEP, qui est quand même une structure qui est là depuis près de 30 ans, qui menait cette lutte-là. Mais nous avons continué depuis près de 5 ans, je crois, où nous avons travaillé, où chaque boulanger aujourd'hui est quand même informé de comment devait se passer, non seulement sa production, mais sa commercialisation aussi, sa distribution. Parce que vous dites là, c'est les dames et tout ça, elles ne font pas partie de la production, mais ils ont les chaînes qui est la commercialisation. Mais ils sont bien informés. Mais aujourd'hui, il y a quand même pour dire, l'État quand même est le régulateur par excellence, qui va dire, voilà, les boulangers font pour eux, mais voilà comment ça va se passer. Nous avons vu qu'aujourd'hui, ce que l'État veut faire, on n'a pas dit que l'État ne jouait pas sa partition, mais c'est que l'État veut vraiment jouer son rôle régulateur. Alors, M. Aguemon, l'étude vise à aboutir, je cite, à un guide fixant les conditions et techniques de production du pain avec l'introduction des pratiques innovantes. Fin de citation. Quelles sont les pratiques innovantes que vous souhaiteriez donc voir intégrées dans ce guide, notamment en termes d'ingrédients, de procédés ou d'équipements? Comme vous n'êtes pas du domaine, vous n'allez pas trop comprendre. Essayez de nous rendre ça moins barbare. Le problème, c'est de voir comment on produit le pain. Le pain qui est consommé par la masse, que nous appelons communément le pain bâtard. Ce pain, on a besoin seulement de 5 ingrédients pour l'avoir. La farine, l'eau, la levure, la glace et le sel. Avec ces 5 ingrédients, vous pouvez avoir le pain bâtard. Mais la pratique a révélé que c'est vrai, il faut aller fouiller, voir, analyser, comprendre qu'est-ce qui a amené souvent les boulangers à aller à la mauvaise pratique. C'est souvent le prix du pain, le prix auquel ils vendent le pain. Vous allez constater que l'arrêté de 2008, depuis 2008, j'allais dire, le prix du pain était à 125. Et avec la guerre en Ukraine, l'apparition de Covid, tout ça, la farine, 2008, la farine était à 12 000. Aujourd'hui, nous prenons la farine jusqu'à 22 000, 23 000, 24 000 pour nos camarades qui sont à l'intérieur du pays. Donc, vous imaginez, et quand on produit le pain, tout le monde connaît le nombre de pains, si on doit respecter le grammage. Parce que le grammage, le boulanger, il a... à cause de l'augmentation des coûts de nos matières premières, il a tout fait, il a réduit le poids jusqu'à, comme le prix ne changeait pas. Le pain aujourd'hui est aussi léger qu'une plume. Justement, aussi léger qu'un papier. Le boulanger s'est débrouillé jusqu'à, vous voyez. Bon, on ne doit pas justifier ça par l'utilisation des produits prohibés. Donc, le coordonnateur est là, le préfet de l'Atlantique et du littoral, presque tous les préfets d'ailleurs, nous avons travaillé avec eux. Et vous avez parlé tout à l'heure même des bonnes dames qui vendent le pain au bord de la voie. Le préfet nous a aidés. Il y a un arrêté normalement qu'on devait utiliser, mais tel le secteur est aussi sensible que vraiment, moi je pense qu'aujourd'hui nous devons saluer le gouvernement par rapport à cette prise de position pour nous aider à sortir de l'ornière. Alors, pendant longtemps, certaines boulangeries sont suspectées d'utiliser du bromate de potassium. Est-ce qu'on est sûr aujourd'hui que cette pratique n'a plus cours dans notre pays? Nous ne pouvons pas dire non à 100%. Mais tout à l'heure même, on a discuté, les camarades ont compris et beaucoup sont en train de lever la main par rapport à ces pratiques-là. Moi, je peux prendre le devant et certifier que beaucoup sont en train de lever leurs mains par rapport à l'utilisation. Vous ne pouvez pas imaginer, on était
à un atelier de formation en hygiène et assainissement, et de nos camarades demandent, ben, moi j'ai jamais su qu'on ne peut pas utiliser les bromates. Vous voyez la réaction? Ils n'ont jamais su qu'il ne faut pas utiliser la bromate. Ils n'ont jamais eu l'information. Ils n'ont jamais eu l'information. Donc, de cette étape-là, vous devez comprendre que cette dame-là, si elle ne change pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Mais pour moi, cette dame-là, elle doit changer. Et ce n'est pas la seule. Il y en a plein qui se sont étonnés de l'utilisation. Sinon, pour eux, on pouvait même aller les prendre dans leur boulangerie avec ces produits-là. Donc, vous imaginez la suite. En tant qu'association, nous-mêmes, on a fait un travail. Et nous avons les preuves de ce qu'on a fait. Les autorités, surtout au niveau de la sécurité, ils sont là. Ils savent qu'on a fait un travail avec eux pour que les gens soient démasqués. Donc, pour moi, aujourd'hui, si le gouvernement nous aide, puisque vous venez de lire, c'est pour renforcer ce qui existe. L'existant n'est pas mal. On pouvait même reprendre l'existant. Et aujourd'hui, bon, je ne sais pas si on peut déjà aller aux attentes. Sinon, nous, on ne veut plus que les tests qui vont régir ce secteur-là, qu'on les prenne par décret. Oui, maintenant, on parle d'un guide. Donc, un guide, c'est un document de base. Oui, mais un guide, nous, en tout cas, l'attente que nous, on a aujourd'hui, c'est d'aller aux législations. C'est-à-dire des lois qui seront votées à l'Assemblée pour nous permettre. Parce que vous imaginez, regardez, 2 boulangeries qui s'installent côte à côte. Nous écrivons au ministère, on n'a pas suite. 2 boulangeries côte à côte, et on écrit. On a écrit plusieurs fois. Moi, j'ai des preuves des écrits que j'ai tout de suite. J'ai ça avec moi. Et vous écrivez, bon, c'est vrai, ils font les déplacements, tout ça là, mais la suite, on n'a pas le résultat. Vous parlez des déplacements, vous faites bien d'en parler. Vous n'êtes pas sans savoir que des fermetures de boulangeries ont eu lieu en mars 2022. Vous vous en souvenez sans doute à Cotonou et ses environs pour des raisons de manque d'hygiène et d'assainissement. Et le ministère de l'Industrie et du Commerce avait déjà déploré la situation en 2017. Comment votre association compte-t-elle accompagner ses membres pour améliorer significativement ces aspects avant même la mise en œuvre du guide? Parce que les questions d'hygiène et de santé, c'est une urgence qu'il faut régler. Oui, on n'a pas été à la marge. Je me rappelle comme hier de quoi vous parlez, de ces événements-là qui sont passés en 2022. On ne va pas dire sur le plateau que c'est l'ANAPEP qui a quand même... recommander la fermeture de ces cas-là. Mais c'est quand même des cas qui sont reconnus par tous les agents du secteur qui ont été mobilisés. Moi, je pense qu'il y a même des boulangeries qu'on sensibilisait depuis 2020 sur des pratiques et que ce que les gens savent, c'est que tout doit être revu. Et je pense que c'est le bon moment quand même que tout soit mis sur la table afin qu'on puisse savoir dans la boulangerie au Bénin qui fait qui produit quoi à qui. Je pense que c'est très intéressant de le savoir. Sinon, il y a quand même des gens qui sont là, qui n'ont aucune idée de comment ça se passe, des tests et tout ça, et que la boulangerie, tout est permis, tout est libre, parce que là, oui, c'est moi, j'ai mon argent, c'est moi, j'ai... Il y a beaucoup de ces choses-là qui empêchent parfois le fonctionnement de l'association. Et face à ces cas, c'est qu'il faut la force du gouvernement, il faut la force répressive, comme vous avez dit. Et je pense qu'en 2022, l'État a été vraiment attentif à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce. Et ces choses-là ont été bon. Mais après, je pense que c'est des gens qui, après qu'ils ont été libérés et tout, ils ont corrigé des choses. Bon, s'il faut aller là, pourquoi pas? On n'est pas contre. Et en ce qui concerne le prix du pain, il y a un mécanisme pour la détermination participative du prix du pain avec les acteurs du secteur qui est attendu. Oui. Quel type de mécanisme préconisez-vous pour arriver à un prix juste, équitable pour les producteurs, tout en respectant ou tout en restant abordable pour le consommateur? Vous savez, d'abord, on est, autant que nous sommes aussi, on est aussi des consommateurs d'abord. Parce que même si nous sommes des producteurs de pain, on est aussi des consommateurs, non seulement du pain, mais d'autres produits aussi. Donc, je pense qu'on est vraiment attentif à ça. Et nous allons voir. C'est vrai, c'est la cuisine interne. Hein. Comment déterminer le prix, tout ça, c'est interne. Mais c'est quelque chose que tout commerçant aussi... qui subit le contre-coup.
Non, c'est comme la TVA, c'est le dernier consommateur qui le supporte. Non, pas du tout. Le pain, vous savez, le pain, c'est un aliment social. Il y a beaucoup de choses qui sont évitées en matière de TVA, tout ça, dans les pains. Sinon non, je ne dis pas non. Je dis en termes de consommation, quand on veut fixer le prix, celui qui finalement fait face à ce prix-là, c'est le consommateur. Oui, un peu comme dans le cas de la TVA. On est d'accord. Mais ce qui va se passer, c'est que les mesures du gouvernement, vous savez, c'est le gouvernement qui a engagé les réformes. C'est pour que quand même tout le monde soit satisfait. Non seulement les consommateurs, mais aussi les producteurs qui vont rester dans le secteur. Parce qu'il s'agit d'une norme, il s'agit des tests, il s'agit des tests de loi, il s'agit des pratiques fixes qui vont être élaborées. On ne sait pas si tout le monde va pouvoir rester, mais rassurez-vous que ce que l'État va faire, c'est pour que quand même les consommateurs jusqu'au dernier puissent quand même être améliorés dans sa consommation. On sait qu'il y a eu une tentative d'augmentation du prix du pain en 2022. On ne va pas parler d'une augmentation du pain. La tentative a été déjouée en 2022. Non, il ne s'agissait pas d'une augmentation des prix du pain. J'ai parlé tout à l'heure des tests qui régissent du fonctionnement des boulangeries. Vous savez, tout ce qu'on fait là, les pains 125, tout ça, ce n'est pas les producteurs qui disent de vendre les pains à 125. Et vous savez aussi, quand vous allez à l'intérieur des tests, il y a des pains aussi de 150 qui pourraient être vendus. Ce que l'association, dans notre rôle de recommandation et des choix aussi pour les acteurs que nous défendons, nous avons dans le temps décidé de faire les pains d'un autre grammage qui était à 160. Parce que nous avons des problèmes à l'intérieur dans la commercialisation, tout ça, où une partie des acteurs qui ne sont pas fortement producteurs ni consommateurs, qui sont des intermédiaires, s'accaparent d'une marge, d'accord, dans les prix des 125 que vous voyez là. Tout ça, vous ne savez pas, c'est à l'intérieur. Mais nous, on voulait déjouer tout ça en 2022, on a dit, OK, nous sortons le deuxième grammage qui n'est pas commis par la grande masse, parce que vous ne savez pas qu'il y a un pain de 150 par exemple. Bien sûr, je sais qu'il y a plusieurs types de pains. Il y a même des pains de 200 francs dans certaines pâtisseries. Oui, je pense qu'il y a 150, 125, c'est les deux. Il n'y a pas de pain de 200 francs. Bon, ça doit être des pains spéciaux ou bien quelque chose que les font spécialement. Donc, mais les deux tests, ce que l'État recommande en matière de pain là, c'est 150, 125. Donc, nous avons que décider de faire un autre grammage à ces prix-là qui est quand même recommandé. C'était ça qu'il s'agit. Mais bon, après, le gouvernement, après on s'est expliqué, on a compris, on s'est compris. C'est même pour ça que vous avez constaté qu'en 2022, par la suite, ils ont accompagné. Et puis, ils ont décidé quand même d'écouter, de voir, d'enlever ou de pénaliser ou de réprimer les gens qui s'alignaient pas aux recommandations du secteur. M. Aguemon, quelles sont les solutions que vous proposez ou que votre association propose ou a déjà mises en œuvre pour faire face à la hausse des coûts de production sans impacter excessivement le coût du pain, de la vente de pain? C'est important. On sait que le pain a été, ou la hausse du prix du pain a été à l'origine de nombreuses révolutions dans le monde. On ne touche pas au prix du pain. Le pain, ce n'est pas un simple aliment. On peut vous citer des cas, on peut vous citer le cas du Soudan, ne citez pas. On peut vous citer le cas des gilets jaunes en France, tout est parti de la hausse des coûts du pain, du carburant. Ce sont des denrées auxquelles on ne touche pas. Je vais répondre à cette question en vous donnant l'exemple du... Puisque nous sommes dans la Confédération ouest-africaine des boulangers. La farine au Sénégal, aujourd'hui, est à 14 500. Les mêmes farines qu'on utilise, et peut-être même des blés plus en qualité que ce que nous recevons ici. Le coût de 50 kilos est à 14 500. Tout à l'heure, je vous ai donné le prix de la farine de 50 kilos ici. C'est 22 000, là où on est tout de suite, ici au sud. Quand on rentre à l'intérieur du pays, c'est à 24 000. Vous imaginez si le coût est comme ça. Et au Bénin, le pain, alors que le pain au Sénégal est à 175. Le pain de 200 grammes est à 175. Mais nous, les tests nous demandent de produire des pains de 160 grammes et de les vendre à 125. Ça fait pitié. Là où moi je suis, par exemple, j'ai des dettes que je traîne encore jusqu'à là où je vous parle. Puis c'est dans le temps, au moment où c'est nous qui avions mené la lutte pour que le prix du pain puisse s'augmenter. C'est vrai, ce n'était pas légal. Mais nous avons des tests que nous avons demandés, puisque le ministère aussi nous demandait de respecter les tests. Nous avons commencé par, en ce moment-là, par remettre le pain comme le test l'a demandé, à 112. Vous imaginez la bonne dame, elle vous prend le pain à 112 francs, ressorti de votre boulangerie et aller la vendre
et aller les vendre à 125, elle ne va pas accepter. C'est comme ça, le pain est allé à 150. Mais les gens ont pensé que c'est nous qui avions fait ça. Mais nous, on n'a pas fait. On a juste cherché à respecter les tests. Parce qu'on n'en pouvait plus. Avant qu'on en arrive là, c'est que beaucoup de nos camarades étaient dans des dettes. Oui. Aujourd'hui, il y en a encore qui traînent encore dans les commissariats. C'est pourquoi moi, je suis très heureux. Je me dis, quel que soit ce qui va venir, le gouvernement va nous sortir au moins des dettes. D'accord. Voilà. Alors, le gouvernement va bientôt mettre en place un guide pour réformer le secteur de la boulangerie. Selon vous, quelles sont les priorités absolues que ce nouveau document devrait adresser pour améliorer la qualité et l'accessibilité du pain au Bénin? Nous avons posé la question aux internautes qui sont sans doute des consommateurs de pain. Vous allez me permettre de prendre votre siège momentanément et recevoir ma collègue du service web Nadège Sani, si vous permettez, M. Bancolé. Okay. Recevoir Nadège Sani par ici qui va nous délivrer les avis des internautes. Que pense-t-il de ce guide annoncé? Nadège Sani, bonjour. Bonjour à vous, Eman. Bonjour à tous. Parmi les réformes envisagées dans le secteur de la boulangerie, plusieurs internautes recommandent des contrôles plus rigoureux dans les boulangeries, un soutien à la filière locale ainsi que le développement de la culture du blé sur le territoire national. Belnid Arigbo souligne l'importance d'établir des normes strictes de fabrication pour garantir une meilleure hygiène et une valeur nutritionnelle conforme aux attentes des consommateurs. Cet internaute encourage également la diversification des matières premières, notamment en intégrant des farines locales telles que celles de manioc, de maïs et de patates douces. Cette approche permettrait de réduire la dépendance aux importations et de soutenir l'économie agricole. Belnid Arigbo insiste sur la nécessité de professionnaliser le métier, de promouvoir la création de structures de production en milieu rural et de valoriser de meilleures initiatives à travers un label national de qualité. Félicité Chadaré estime qu'il est urgent de revoir les conditions de livraison du pain. Selon cet internaute, le pain était autrefois transporté dans des véhicules adaptés, tandis qu'aujourd'hui, les livreurs utilisent souvent des paniers sur des motos, ce qui pose des problèmes d'hygiène. Félicité Chadaré déplore également l'état de propreté souvent douteux des tenues des livreurs. Stanislas Sidagbo a aussi proposé plusieurs actions pour améliorer ce secteur, accompagner les boulangeries dans l'acquisition d'équipements modernes et économes en énergie grâce à des subventions ou des crédits adaptés aux petites entreprises, mettre en place un mécanisme de suivi du prix du pain afin d'éviter la spéculation, soutenir les boulangeries artisanales ou familiales via des allègements fiscaux ou des subventions en période de hausse des coûts, lancer des campagnes de sensibilisation pour informer les consommateurs sur la qualité du pain, les dangers des produits issus du circuit informel et les inciter à choisir des boulangeries respectueuses des normes. Amanda Bertowedi met l'accent sur la nécessité de développer la culture du blé au niveau national afin de garantir la disponibilité de cette matière première sur le territoire national. Et on va finir par Florentin Zondiekon qui recommande un renforcement des compétences des acteurs de la filière ainsi qu'une harmonisation des prix du pain à l'échelle nationale. Merci beaucoup à vous, Nadège Sani, pour ces avis relayés. Merci à vous. On sent que les téléspectateurs, surtout les internautes, ne touchent pas à leur pain. Hein. Ils sont très vigilants et puis ils savent tout. Alors, M. Aguemon, pour finir avec vous, où en est-on aujourd'hui de l'incorporation d'autres farines dans la panification? En fait, ça fait partie des objectifs de la COABP, la Confédération ouest-africaine des boulangers. Nous devons commencer par utiliser nos céréales locales. Le week-end dernier, nous étions à la fête du pain à Lomé et je crois qu'on en a discuté largement. Jusqu'en fin juin, on serait encore en Guinée-Conakry, toujours dans le même objectif. Et je pense qu'actuellement, nous avons des camarades, y compris moi-même,
Nous sommes en train de faire déjà l'expérience et nous produisons un peu, parce que, vous savez, le phénomène qu'on appelle l'habitude alimentaire. Il y a des gens qui spécialement demandent ces pains-là, mais la majorité, comme ils ne sont pas encore habitués à l'utilisation ou à la consommation de ces pains, ils n'aiment pas ces pains. Je voulais réagir par rapport aux internautes. Je dirais vraiment, je suis très content parce que j'ai eu beaucoup de nos attentes qui sont sorties de là. Et je pense aujourd'hui ce que nous devons faire, parce que dès que le pain est produit dans les normes, quand ça quitte la boulangerie, si on ne réforme pas le circuit de distribution jusqu'au consommateur, moi je pense qu'on n'aurait rien fait. Donc, vous avez vu des gens qui ont touché la commercialisation, c'est-à-dire nos collaborateurs qui utilisent les paniers et tout ça là. Si vous venez chez moi, vous allez voir, nous avons des motos où nous avons déjà fabriqué des prototypes de ce qui peut venir. Nous ne savons pas si le gouvernement va accepter peut-être uniquement que des véhicules comme on le fait ailleurs. Mais on peut aller au tricycle. Mais des tricycles qui seront adaptés. On va les étudier, voir qu'est-ce qu'il faut, parce qu'il ne suffit pas de faire tricycle et de faire la caisse et penser qu'on a bien fait. Tout ça là, nous, on pense qu'on doit réformer. Et nous avons déjà fait le travail en collaboration avec le ministère. Donc c'est ce travail-là qu'ils ont utilisé, d'accord, pour confier maintenant au cabinet. Je pense aussi qu'avant que le cabinet ne termine, ils vont collaborer avec nous pour qu'on puisse les aider aussi dans beaucoup plus la compréhension des choses, pour que nous ayons le meilleur pain. Et quelqu'un a parlé de... On ne touche pas, vous avez parlé de... On ne touche pas à vos pains. Bon, c'est notre pain aussi. On ne veut pas toucher. Nous avons dit, puisque nous sommes des patriotes, nous ne sommes pas là uniquement pour gagner. Nous sommes là pour travailler pour notre pays. Donc moi, je pense que là où on est tout de suite là, nous, notre objectif, réformer le secteur, ce n'est pas augmenter le prix du pain. D'accord. Ce n'est pas augmenter le prix du pain. Mais il y a des choses que le gouvernement doit accepter. D'accord. Nous, le matériel que les gens ont actuellement là, tous ces matériels-là seront changés. Mais il faut que le gouvernement nous vienne en aide. Très bien. Surtout dans les financements. Pas que le gouvernement va nous donner l'argent, mais pas les microfinances et autres là. On peut prendre de l'argent à moindre coût. D'accord. Voilà, à moindre coût pour nous aider à réformer ce que nous avons actuellement comme matériel. Puisque tout ça là, c'est à la base de la production du bon pain. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous, M. Anselme Aguemon. Vous êtes président de l'ANAPEB. ANAPEB, c'est l'Association nationale des producteurs et exploitants de boulangerie-pâtisserie du Bénin. Vous êtes également le secrétaire général adjoint de la Confédération ouest-africaine des boulangers et pâtissiers. Allez, chers téléspectateurs, soyez rassurés, après cette émission, je ne partirai pas avec des paniers de pain. Il n'est même pas venu avec du pain. Merci, M. Aguemon. Vous passez une Merci, c'est moi. Dernière escale, ce sera avec Bruno Soili. Peut-être a-t-il pris du pain avant de venir ce matin? Je le lui demanderai. Bruno Soili, bonjour. Bonjour à vous, Herman Amegan. Je salue tous les sportifs. Le pain est déjà pris ou c'est juste après? Oui, toujours. C'est une attitude, surtout chez nous les francophones. Dans d'autres pays, on parle de baguette. N'est-ce pas? Oui. Alors, les guépards du Bénin peaufinent leur préparation. Oui, ils étaient presque au complet hier au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou. Vous le verrez sur les images à prendre part à cette avant-dernière séance d'entraînement, Herman Amegan, parce que effectivement, aujourd'hui, ça va être la dernière séance d'entraînement prévue pour 16 h, donc heure locale au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou. Départ prévu pour demain matin très tôt si le programme ne changeait pas pour les guépards du Bénin qui vont se rendre au Maroc en vue d'affronter lundi prochain les Lions de l'Atlas. Voilà donc une séance d'entraînement qui a on va dire, consisté à travailler devant les buts, comme vous le voyez. Donc, les attaquants ont eu de la matière hier avec les défenseurs et surtout le retour de Olivier Verdon, donc, qui est le dernier à rejoindre la troupe. C'est vrai que cette nuit, il y a eu Samtil Jodel Dossou qui a également rejoint la troupe. On va voir Herman Amegan, un invité donc, spécial qui est venu suivre cette séance d'entraînement et aussi parler à ses anciens coéquipiers
s'agit de l'ancien capitaine des Guépards du Bénin, 84 sélections. Stéphane Session, il était là et à la fin, il a voulu nous accorder une petite interview pour nous dire combien il était heureux d'être à côté de ses jeunes frères. C'était important que je fasse ce matin pour venir assister à la séance. Tout dire bonjour aux jeunes frères. Déjà, l'hôtel, c'était super. C'était super parce que j'ai pu discuter avec certains joueurs, quelques coachs et tout. Donc, ça fait plaisir déjà de les revoir à l'hôtel. Et ce matin, encore, de venir les revoir à l'entraînement. J'ai vu une belle scène d'entraînement. Il y avait un groupe qui prend du plaisir à s'entraîner, qui prépare un match, même si c'est un match amical qui a de la valeur à leurs yeux. Donc, avec ce que j'ai vu ce matin à l'entraînement, belle ambiance, motivation, concentration pour le prochain match amical. Donc, dans l'ensemble, j'ai pris du plaisir à assister à l'entraînement. Et puis Bruno Soili, Olivier Verdon, vous en parliez un moment, a rejoint le groupe des Guépards du Bénin, lui qui a fini champion de Bulgarie avec son club Ludogorets. Champion de Bulgarie avec également la Coupe de Bulgarie, 2 trophées à son actif en cette fin de saison. Il a rejoint le groupe la veille seulement, c'est-à-dire avant-hier. Hier était sa première séance d'entraînement avec les Guépards du Bénin. On lui a arraché un mot également, lui qui est très content de rejoindre le groupe et surtout de retrouver le stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou. Ça fait près de 2 ans qu'ils n'avaient plus foulé cette pelouse. Une belle pelouse déjà. Très content de revenir au Bénin à Cotonou. Ça faisait un moment qu'on n'était pas revenu. J'ai rejoint le groupe aujourd'hui. J'ai vu un groupe en forme physiquement qui est en train de bien se préparer pour le match du Maroc qui est amical certes, mais qui sera important pour la préparation du futur. Donc pour le moment que du positif. On a vécu des grands moments ici. Ça remémore des beaux souvenirs. Donc toujours content de revenir au pays. Comme vous avez dit, une belle pelouse. J'espère que l'entretien se gardera comme ça, parce que c'est agréable de jouer sur des terrains comme ça, sur un stade autant mythique. Donc franchement, beaucoup de bonnes choses et très content encore d'être là. Et puis Bruno Soili, après Olivier Verdon, on va à la découverte cette fois-ci d'un Guépard qui gagne en volume au sein de l'équipe. Oui, il s'agit de Woro Tamimou qui aura pour l'instant pour match référence à ce match face au Nigeria. C'est un défenseur à qui Guénot a commencé par faire confiance, milieu de terrain également de formation. C'est un joueur très polyvalent que nous fait découvrir Hospice Métoli. Formé au centre Kanala de Djougou, Tamimou Woro a fait ses armes au Bénin au sein des clubs Taneka en 2e et Aspac en 1re division. Au centre de formation, j'étais milieu défensif. Mais après, le coach a dit, il n'y a pas de souci, je peux jouer aussi dans l'as. De toute façon dont il m'a vu, il m'a dit, ouais, je peux jouer dans l'as, je vais jouer comme latéral gauche, latéral droit, peu importe. Actuellement, sociétaire du club ATA de Dubaï, le milieu de terrain de formation, reconverti en défenseur au fil de sa progression, se ferait son petit chemin au cœur de la tanière des Guépards. Au début, ce n'était pas facile pour moi. Je pense qu'avec la confiance du coach, la motivation de mes coéquipiers, je pense que ça va. Je peux tout donner pour être à mon niveau. Auteur d'une excellente prestation lors du dernier match des éliminatoires de la CAN 2025 en terre libyenne, le défenseur bipède pourrait s'installer sur l'un des flancs de la défense béninoise. Match contre le Nigeria, ouais, c'était un match qui était vraiment dur pour nous, mais j'ai arrivé à m'imposer. C'était vraiment dur au début, hein. Mais je me suis dit non, c'est là je peux me montrer, c'est là on peut me voir. Jouer contre Osimhen, Boniface, j'ai dit ouais, je peux m'imposer, tout le monde peut me voir, je peux me battre, peu importe ce qui est sur le terrain. Âgé seulement de 22 ans, le natif de Djougou a encore une grosse marge de progression, et ce, pour le bonheur des fans du football béninois. Woro Tamimou, qu'on va sans doute retrouver également à Fès avec les Guépards. Oui, parce que la liste officielle va être donnée aujourd'hui, donc la liste définitive, c'était un groupe élargi, comme vous le savez, Herman Amegan, donc notre va publier au cours de cette journée la liste définitive, donc ceux-là qui
qui feront partie du voyage marocain de demain. Bruno Soali, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est moi. On se retrouve très prochainement par ici sur Bonjour le Bénin. Et voilà qui va mettre un terme à votre matinale de ce mercredi 4 juin 2025. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour de Timothée Wonton. On retrouve demain la dame Rachida Biamaman pour la continuité du service. Quant à moi, on se retrouve très prochainement par ici, toujours avec le même plaisir. Au revoir. Salut.